Nous allons commencer cette deuxième vidéo de la guerre civile par le caractère international de cette guerre. Pourquoi parle-t-on d'un conflit internationalisé? Bon, d'abord, il faut noter que, bon, rappelez-vous de l'ambiance qui parcourt l'Europe dans les années 30, on l'a vu en étudiant l'histoire de France. Chez les pays démocratiques, c'est vrai qu'il y a une sympathie globale par la République, mais elle est nuancée, cette sympathie, à cause du fort caractère révolutionnaire, socialiste, anarchiste, de la résistance des milices qui, armées, ont résisté, ont organisé la défense de l'ordre républicain après les coups d'État. C'est pour cela que des pays comme le Royaume-Uni, les États-Unis ou la France, comme on l'a déjà vu en étudiant l'histoire du pays gaulois, ont décidé de ne pas collaborer, de ne pas aider ouvertement, directement, militairement la République espagnole. Mais de l'autre côté, les soulevés, ils ont compté sur les soutiens total et absolu de tous les pays qui ont un fort caractère anticommuniste, qui ont développé déjà ou qui sont en train de développer des régimes totalitaires et fascistes. C'est le cas de l'Italie, de l'Allemagne et du Portugal. Euh, on peut diviser l'internationalisation du conflit à partir de deux attitudes. Une attitude de non-intervention, celle reprise ou prise par la France, le Royaume-Uni et les États-Unis, et un engagement à la guerre. On parle que l'Union soviétique et les brigades internationales, on en parlera tout de suite, ont collaboré avec la République. Et l'Allemagne et l'Italie l'ont fait du côté soulevé, du côté franquiste. Ils sont qui? Les brigadiers internationaux, le brigade internationale. Il s'agit des 60 000 volontaires du monde entier qui sont venus en Espagne, sont arrivés en Espagne pour combattre le fascisme et donc défendre la République, la démocratie et les libertés. Voilà, dans ces points-ci, quand on parle des brigades internationales, on voit déjà le pourquoi la guerre civile espagnole est considérée un prologue de la Deuxième Guerre mondiale. Des gens de tout le monde qui se battent ensemble, ils partagent des idées notamment révolutionnaires, socialistes, anarchistes, etc. Mais ils partagent la lutte, les combats contre un mouvement fasciste qui sera à son tour aidé par les armées italiennes et allemandes. Vous voyez ici le brigadiste américain. Ceux-ci sont de brigadistes de l'Hongrie. Les Canadiens aussi. Fascism shall be destroyed. Voilà, les brigades internationales, unidos a los españoles, luchamos contra el invasor. Okay, l'invasor, c'est le fascisme et la République représente l'avant-garde de cette lutte contre le fascisme au niveau global, mondial. Les Anglais, Centuria Inglés Antifascista Tom Mann, qui est un écrivain très, 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 très bon. Voilà. De l'autre côté, les soulevés comptent sur les soutiens militaires très importants pour le devenir de la guerre des Allemands et des Italiens. Par exemple, l'Allemagne nazie va mettre en place ou va céder, va participer de la guerre civile à travers sa Légion Condor qui compte sur des centaines d'avions qui ont bombardé des différentes villes et des régions stratégiques qui ont été clés pour le développement de la guerre et la future victoire du côté soulevé. Et à son tour, l'Italie fasciste, a envoyé le Corpo Truppe Volontarie qui a aussi compté sur des avions et donc des infrastructures militaires très importantes qui ont marqué la différence avec les ressources disponibles de la République qui, rappelez-vous, n'a pas reçu le soutien d'aucun pays de sa région, de son entourage, ni la France, ni le Royaume-Uni, ni les États-Unis ont collaboré avec la République. Vous voyez cette image-là, comment il Corpo Truppe Volontarie, les Italiens ont bombardé Barcelone pendant plusieurs fois, à plusieurs reprises, en mai 1937, en laissant la ville d'une façon
très détruite. Vous voyez cette image-là, la Légion Condor qui a bombardé Guernica. Ça, c'est une image de la Guernica de l'année 37. On connaît tous le bombardement de Guernica par sa destruction, par ses effets, par ses conséquences, mais aussi par les tableaux de Pablo Picasso qui se trouvent à Madrid et qui, voilà, et qui nous fait penser à la destruction et à la misère de cette époque-là. Aquí pausa. Ok, action. Ok, par rapport à l'évolution des champs de bataille, c'est-à-dire comment va évoluer cette image, rappelez-vous de la carte qu'on a vue au début, comment l'Espagne reste-t-elle le lendemain du coup d'État. Euh, Quelle sera l'évolution de champs de bataille? Comment vont parvenir les différentes armées à dominer les territoires? Bon, il s'agit notamment d'une trajectoire. Si vous voyez cette carte, cette image qui est assez illustrative, qui commence le 20 juillet, donc le début de la guerre, jusqu'au mars 1939, la fin de la guerre. Finalement, Madrid va tomber et Alicante sera le euh, dernier endroit où la République va rester vivante, on peut dire, et elle va s'exiler depuis Alicante au Mexique. Mais l'évolution, elle est intéressante parce que dans la première image, on voit le résultat du coup d'État. Okay, la République, elle est forte à cette époque-là, on peut dire. Mais petit à petit, si on regarde l'image à droite de novembre 1936, les soulevés ont parvenu à connecter le nord, la Galice, avec le sud, le détroit de Gibraltar et le Maroc. Ça a été très important et fait possible aussi grâce à la collaboration des Portugais et ce qui a provoqué un entourage autour de Madrid qui a mis beaucoup de pression au gouvernement de la République qui a en fait dû fuir jusqu'à Valence. Si on traverse quelques mois plus tard, on se trouve le 24 juillet 1938. La guerre, elle compte déjà 2 ans de vie. Et ça, c'est les résultats d'une bataille, la bataille définitive, la bataille d'Alebra. Parce que vous voyez, observez bien comment la Catalogne et les côtés du sud, les côtés qui connectent Madrid, Valence et Alicante, a été coupés en deux. Les soulevés ont réussi les contrôles d'Alebra et cela signifiait la division de deux grandes parties de la République et le début de la fin du gouvernement républicain. Quelques mois plus tard, en mars de l'année 1939, on trouve déjà une Espagne presque toute dominée. C'était en janvier-février que Barcelone et la Catalogne est tombée sur les mains de fascistes et il ne reste pour eux que contrôler Madrid, entrer à Madrid et contrôler Valence et Alicante et les régions à côté. Mais finalement, donc, on peut dire que la bataille définitive, la bataille la plus importante, c'est la bataille qui a lieu pendant le printemps-été de l'année 38, la bataille d'Alebra. Euh, Dit autrement, ok, je vais essayer de l'expliquer ici avec une carte, je sais pas, une carte de la semaine. A ver. Objectif, la capitale, Madrid. C'est la bataille de Madrid en novembre de l'année 36. Ok. Les soulevés, les insurgés vont essayer de prendre Madrid, mais la victoire républicaine va donner un souffle à la République. Étant donné que la prise de Madrid est très difficile, on va essayer d'isoler Madrid de Valence. Ok. Mais ici, la République aussi va triompher. C'était en février-mars 1937. Et étant donné que la résistance autour de Madrid, les soulevés, les insurgés vont essayer, vont changer la stratégie et vont se focaliser sur le nord, okay? Couper le nord républicain et assurer l'Andalousie. Le nord, il est très important parce que c'est une source de production militaire très importante, étant donné los Altos Hornos de Vizcaya, les mines d'Astourie, etc. Et c'est pour cela que les Allemands vont bombarder Guernica en avril 1937.
pour essayer d'aider à la stratégie insurgée à prendre les contrôles du nord de l'Espagne. Et finalement, le 19 juin 1937, Bilbao, la ville, la capitale, on peut dire, va tomber dans les mains des insurgés. Euh, Fin de 1937, c'est un moment très important. Pourquoi? Parce que la République perd le nord de la péninsule. Ok, c'est un moment très important. À partir d'ici, les ressources vont devenir plus chères et la République va avoir du mal à remplir les différents voilà, ressources ou matériaux pour développer la guerre. Février 38, c'est le début, comme je vous ai déjà dit avant, le début de l'offensive pour couper les côtés républicains en deux, séparer la Catalogne de Madrid et de Valence. Pour le faire, il y a une offensive vers l'Aragon, Lleida et la Méditerranée qui va se matérialiser finalement la bataille d'Alèbre en juillet-novembre 1938. Cette bataille, qui sera remportée par les insurgés, donc une défaite républicaine, va provoquer un repliement du côté républicain sur la Catalogne et une invasion directe des insurgés contre la Catalogne qui va avoir lieu en janvier-février 1939, les temps que la Catalogne tombe finalement et la République est proclamée presque morte. C'est les moments, là, on l'a vu à la Junquera, c'est le moment où un demi-million de personnes vont passer la frontière vers la France, 500 000 réfugiés vers la France. Mars-avril, derniers efforts militaires, la conquête de Madrid. Et finalement, le 1er avril 1939, Francisco Franco, qui est devenu, on va le voir après, mais il est devenu le chef absolu du gouvernement insurgé, va déclarer la fin de la guerre et l'agneau de la Victoria. Là, c'est un peu la même chose qu'on a vu ici, mais beaucoup plus spécifique. Quelques images, ok, elles nous passeront, bombardement de Guernica, la bataille d'Alebra, ok, pour illustrer ce qu'on vient d'expliquer. Okay, les bombardements, la retirada en janvier 1939, j'imagine que beaucoup de ces images, vous les avez déjà vues. Mais c'est un moment très difficile pour la société espagnole par les conséquences très dures, de la guerre et de la perte des libertés et de la démocratie en Espagne. Là, un petit cadeau que je me fais. Bataillon, okay, des brigades internationales, bataillon comme on a de Paris. Bon, c'est intéressant quand même les liens qu'il y a entre la défense des libertés de la démocratie, l'année 36-39, et la Commune de Paris qu'on a étudiée en France. Je vais m'arrêter ici, ok. Je vais laisser cela pour une troisième vidéo sur la guerre civile. Ok, à tout à l'heure. Merci.